Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Rebelle Forge. Comment allez-vous les viewers? Bonsoir, j'arrive enfin. Bon, je décalé à 20h15 maintenant, désormais dans nos petits rendez-vous hebdomadaires. Bienvenue sur le stream de Rebelle Forge du mardi soir. Comme tous les mardis soirs, nous sommes là en présence de gens qui font des tournois de cartes, en plus avec notre régisseur, organisateur X-Berserk qui est à ma droite et qui est en train de organiser des tournois au fur et à mesure. Comment allez-vous? Et coucou Alric, bonjour à toi, bienvenue et encore une fois, merci de ta fidélité mon cher Alric, j'espère que tu vas bien. Alors, et bienvenue sur le Rumble. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui vienne sur le chat pour un petit peu discuter de ce qu'on va faire ce soir. Mais ce soir, il va s'agir d'une émission un peu plus parlotte, un peu plus à l'ancienne. Pour ceux qui ont connu les premiers streams de Light Talk, notamment avec les premières émissions que j'ai fait, j'étais un peu plus verbeux. J'étais plus là pour discuter de choses et de tout. Et je suis plus parti sur la peinture ces derniers temps. Mais bon, on a quand même pris nos marques. Coucou Minuan, bonsoir à tous, bienvenue. Merci à toi, on va enchaîner par le contenu, mais comment allez-vous le chat et dites-moi si le son est bon, car si le son est bon, alors on peut démarrer le live de manière totalement pérenne. Bon, est-ce que dans le chat vous faites quelque chose de particulier ce soir en m'écoutant parler, hein? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites particulièrement? Un peu de peinture, peut-être un peu de hobby, du montage, car ce soir on va parler de Warhammer 40 000. Qui est quand même la deuxième pierre, qui est quand même le, comment dire, si Warhammer Battle et le glaive, si Warhammer Battle est le bouclier de Games Workshop, est-ce que Warhammer 40 000 n'en est pas le glaive, ou vice versa? Car d'un côté, Games Workshop frappe d'un grand coup avec Age of Sigmar et le Vieux Monde, et des gammes de figurines absolument incroyables. Et par contre, avec Warhammer 40 000, Games Workshop s'assure une pérennité avec une licence forte qui n'aura quasiment jamais baissé en popularité, si ce n'est un petit peu en marketing dans les années 2015 à 2017. Hein, des années pas faciles pour Games Workshop, même pour Warhammer 40 000. Donc voilà. Allez, je vais démarrer le chat. J'espère que vous êtes avec moi parce que je vais avoir besoin de votre interaction, de vos interactions. Si jamais, hop, il y en a besoin, ça pourrait nous faire du bien. Alors, je sais également que nous sommes en plein été et donc il y aura forcément un peu moins de monde sur les lives. J'en ai bien conscience. Mais écoutez, pour le peu qui sont là, n'hésitez pas surtout pas à interagir. Ça nous fera que du bien de pouvoir interagir entre nous. Alors. La dixième édition de Warhammer 40 000, mesdames et messieurs. Warhammer Fantasy Battle était la base de Games Workshop, maintenant c'est plutôt 40K. Tout à fait. Effectivement, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'à une époque c'était Warhammer Battle, et c'est par Warhammer Battle qu'ils ont démarré. Et aujourd'hui c'est 40K. Aujourd'hui 40K c'est la grosse machine. C'est la grosse licence qui fait vendre. Donc, disais-je, la 10e édition de Warhammer 40 000. Alors, par où commencer ? Déjà, il faut savoir que la 10e édition, pour ceux qui n'auraient été pas mis au courant, a été une remise à zéro de tout ce qui avait été fait jusque-là dans Warhammer 40 000. La dernière fois qu'une telle remise à zéro avait été faite, c'était lors de la 8e édition, il me semble en 2017-2018. C'est ça, c'est l'identité visuelle de Games Workshop. Clairement, aujourd'hui, on ne peut pas, et on dit coucou à X-Berserk qui est passé devant. Clairement, on ne peut pas se passer de Warhammer 40 000. C'est une licence qui était nécessairement bien suivie par Games Workshop. Il faut absolument que cette licence se vende bien et que Games soit en bonne santé. Enfin, que la licence se porte bien pour que Games Workshop se porte bien. La remise à zéro, donc, qui avait eu lieu en 2017-2018, est une remise à zéro qui a remis les compteurs vraiment à zéro, puisque jusqu'à la version 6 de Games Workshop, le moteur de jeu de Warhammer 40 000, le moteur de jeu était assez similaire. Jusqu'à la version 7, pardon, j'ai dit version 6. Jusqu'à la version 7, le moteur de règles était encore similaire et on retrouvait des changements assez mineurs
au fur et à mesure des éditions. Mais depuis la 8e édition, il y a un énorme changement qui a eu lieu. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par un système que l'on va retrouver dans cette 10e édition, puisqu'il s'agit du système des index. Alors, les index, j'en ai ici un exemple. Il s'agissait de cartes que vous aviez à acheter soit en magasin ou à télécharger sur le site de Warhammer Community, et qui sont des profils tous gratuits. Alors la version physique évidemment pas gratuite, mais qui permettaient de démarrer la 10e édition sans avoir à débourser un sou. Malheureusement, elle est arrivée assez vite, ce qui a fait que les livres de la 9e édition qui étaient sortis 3 mois avant n'étaient déjà plus en cours. Néanmoins, ça nous a quand même permis d'avoir une 9e édition qui a été terminée rapidement, alors que la 10e édition est arrivée avec ses packs gratuits et son accessibilité. Quels étaient les paris de cette 10e édition, me direz-vous? Alors, contrairement à la 9e édition, qui effectivement était une édition assez... Alors, je dirais que le problème de la 9e édition, avant de parler à la 10e, c'est qu'elle a suivi un petit peu toutes les difficultés qu'a eu Games Workshop à se réadapter, à faire un moteur de jeu tout nouveau comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans la surenchère, ils sont allés dans l'augmentation de plus en plus de la puissance des profils, le power creep, comme on dit, couplé à cela des ruptures de stock qui ont été difficiles à gérer pour eux. Et cette 9e édition a malheureusement subi un petit peu les affres de la nouveauté pour Games Workshop. Du coup, suite à cela, la 10e édition devait remettre les cartes à zéro et permettre à Games Workshop de bien mieux maîtriser son sujet. Et il faut avouer que quand on va faire le bilan de la 10e édition, elle a plutôt bien fait les choses quand il s'agit de la continuité, quand il s'agit du suivi. Voilà. L'air de rien, c'est quand même pour la première fois Games Workshop a écouté beaucoup plus sa communauté, beaucoup plus ses joueurs pour faire de l'équilibrage et pas faire de l'équilibrage et ensuite vérifier que tout aille bien. Quand vous démarriez votre 10e édition, vous aviez accès, comme d'habitude, à un livre de base qui est accessible grâce à... Alors, je vais décaler la caméra pour pas qu'on voit trop les gens qui... Ah ben non, oui. Oui, forcément. Bon, après, c'est à eux de voir s'ils veulent passer à la caméra ou pas. Donc, la 10e édition, c'est offerte un livre de base, comme toutes les éditions, qui avait, contrairement aux autres, n'avait pas forcément des règles vraiment très compliquées, parce que les règles, vous voyez qu'elles tiennent dans ce petit carcan ici. Donc c'est assez peu. Hein, une règle de jeu à Warhammer 40 000, historiquement, ça tenait quand même dans beaucoup plus de pages que ça. Cela dit, vous aviez ce livre-là, et en plus de ça, un PDF gratuit de commentaires de règles et de foires aux questions, qui malheureusement était peut-être un peu longué, et ça a créé une espèce de double vitesse. C'est-à-dire les joueurs qui démarraient la version avec des règles très simplifiées et des joueurs qui voulaient vraiment s'en savoir plus et qui avaient des règles beaucoup plus affinées. Néanmoins, on a vu quand même apparaître dès la première édition du livre, l'arrivée d'une FAQ avec toutes les errata de ce que pouvait vouloir dire Games Workshop, qui n'avait pas été vraiment écrit comme il voulait dans le livre, ce qui malheureusement rend ce livre obsolète très rapidement, mais il n'empêche que ça reste un produit pour lequel vous pouvez démarrer la 10e édition, notamment parce que vous avez beaucoup de photos, beaucoup de lore, il y a quand même pas mal de pages de lore, et une fois que vous avez ça, vous avez aussi du contenu pour pouvoir jouer dans des modes de jeu particuliers. On y reviendra dessus. Ben d'ailleurs, on va revenir dessus. L'un des paris de la 10e édition de Warhammer 40 000, c'était le format Combat Patrol. Games Workshop voulait enfin sortir un format qui permet de démarrer la 10e édition de Warhammer 40 000 sans tous les défauts que pouvait avoir un petit format, c'est-à-dire pas très équilibré vis-à-vis du grand format, ou alors c'est pas prévu pour. Malheureusement, le format Combat Patrol n'a pas été Spirène et n'a pas réussi à 100% son pari. Néanmoins, on voyait quand même que Warhammer 40 000 voulait enfin prendre la tournure de
On fait un format rapide, facile et fun. Vous prenez votre boîte d'armée. La première, votre combat de patrol. Hein, en gros, les combats de patrol, pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agissait de boîtes d'armée sur lesquelles vous aviez les premières figurines avec lesquelles vous êtes censé jouer. Le problème, c'est que malheureusement, ce mode de jeu n'a pas été assez poussé pour être vraiment très équilibré, ce qui a fait que certains combats de patrol étaient vraiment trop au-dessus, et on jouait à pas de combat de patrol un petit peu de la même manière que Warhammer 40 000. Voilà. Pour ceux qui auraient testé le Warhammer Spearhead, donc l'équivalent de Age of Sigmar, on a quand même vu apparaître un bien meilleur suivi de l'éditeur pour tout ça. Un autre pari de base que vous voulez faire, Warhammer 40 000 la 10e édition. Alors, on a vu des profils qui ont été remis à neuf. Ça prend en compte, alors là, on va voir un truc comme ça prend en compte beaucoup de choses. Parce que on a vu apparaître déjà, voilà, pour ça, vous allez voir, c'est le format qu'a préféré Games Workshop dans ses cartes de profil, même désormais. Et là, on voit apparaître que nos statistiques qui sont ici, qui avant étaient des caractéristiques qu'on voyait aussi dans les profils, mais un peu différentes, ont été changées, notamment l'endurance qui a été augmentée pour beaucoup de profils. Beaucoup de figurines ont eu leur caractéristique d'endurance qui a été augmentée, caractéristique d'endurance qui est en fait une caractéristique représentant la solidité de la figurine. Le commandement est également pas mal changé, puisque le commandement maintenant ce n'est plus une caractéristique chiffrée, c'est un jet de dés qu'il faut réussir ou pas. Avec par exemple ici 6+. Vous avez également une nouvelle information qui arrive, il s'agit de l'objectif contrôle. Alors je zoome parce que je ne sais pas si... Non, c'est pas le zoom ça c'est le focus. Je confonds toujours focus et zoom, hein, évidemment. Vous avez la caractéristique de commandement ici, qui est la caractéristique représentant la capacité à prendre la figurine, à prendre des objectifs. Alors je vais un peu régler la caméra, la photo. Est-ce que ça marche plus comme ça? Voilà, là vous avez un visuel un peu plus propre quand même, hein. Voilà. Vous aviez ici des aptitudes, des caractéristiques supplémentaires comme la sauvegarde invulnérable, des mots-clés. Les mots-clés très importants dans les nouveaux jeux de Games Workshop qui sont en fait l'endroit où vous avez les informations sur les synergies. Est-ce que c'est une infanterie? Est-ce que elle a le vol? Est-ce qu'elle a, vous voyez ici qu'elle est démon? Elle est aussi chaos, elle est serre du warp. Et ça existait déjà dans la 9e édition, mais par contre c'était bien plus édulcoré. Alors, un autre truc que la 10e édition a apporté, c'est beaucoup plus de capacités génériques. Et ça manquait. Il est vrai qu'en 9e édition, on avait encore beaucoup de capacités qui étaient écrites à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez une capacité pour arriver sur le champ de bataille à partir du 2e tour. Ça devait être marqué dessus sur le profil pour dire cette figurine peut arriver au 2e tour en tant que frappe en profondeur, etc., etc. Ils ont dit maintenant, on fait un mot-clé, frappe en profondeur, pour toutes les figurines qui ont cette capacité à arriver sur le champ de bataille. Voilà. Et ça, ils l'ont beaucoup mieux fait que ce que ça pouvait être en 9e édition. C'est pour ça que je parle aussi de streamline. On va parler de streamline. Ils ont streamliné les capacités et les attitudes spéciales de la plupart des figurines qu'ils avaient, des profils qu'ils avaient dessus. Dans la 10e édition arrive également une nouvelle notion qu'il s'agit de détachement. Les détachements, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait comme si vous aviez choisi un build. Par build, j'entends quoi? Dans un détachement, vous allez avoir une règle spéciale, qui est unique au détachement. Vous allez avoir également des stratagèmes. Avant, dans l'ancienne version de Warhammer 40 000, la 9e édition, vous aviez beaucoup de stratagèmes, et tous n'étaient pas très utiles. Mais à partir de la 10e, on a seulement 6 stratagèmes par détachement. Quand vous choisissez un détachement, vous choisissez également une manière de jouer à votre faction, mais qui s'arrête à quelques stratagèmes et des règles supplémentaires. Donc là, vous voyez que par exemple, il va y avoir des règles d'armée. Donc les règles d'armée, ça va pour toute la faction. Et on avait ici un détachement, celui des marques du chaos pour le chaos Space Marines, qui est le détachement dans lequel on pouvait marquer nos figurines. Elles avaient des règles spéciales supplémentaires et les stratagèmes, et c'est tout. Et en fait, avec ces 4 petites pages, vous avez toutes les règles de votre faction et comment la jouer. D'accord? Ah oui, pardon, il y a une 5e page. Il s'agit de petits équipements que vous pouvez mettre. Alors, ça s'appelle des optimisations. Je trouve que le terme est assez révélateur du côté
un peu optimisation, un peu complète vers lequel est allé Warhammer 40 000. Et tous ces objets-là vont donner des capacités supplémentaires, notamment à vos personnages. C'est à partir de la 10e édition qu'on voit quand même une grande réduction de leur impact, enfin de leur quantité, parce que jusque-là vous en aviez des pages et des pages et des pages de capacités comme ça. Hein, ils étaient même divisés en plusieurs possibilités. Et là, on a vu apparaître seulement 4, 5, voire 3 optimisations qui peuvent se mettre uniquement sur les héros. Voilà. En plus, avec des conditions du style figurine Tsench Hereticus Astartes seulement, voulant dire que cette capacité ne peut être mise que sur une figurine de Tzeentch. Bon, pour ceux qui connaissent Tzeentch, hein, le jeu du changement de Warhammer 40 000. Hereticus Astartes, ça c'est le mot-clé de la faction en anglais. D'accord ? Enfin, de la faction en anglais. Alors, donc moins de stratagèmes, des règles de faction streamlinées, plus rapides, des règles spéciales streamlinées, plus rapides. Une faction faite a priori pour aller plus vite et pour être plus accessible. Et j'avoue que dans les premières parties, de la 10e édition, le pari était relativement réussi. Il faut avouer que quand Games Workshop est arrivé avec cette 10e édition, je me suis remis à jouer pas mal. J'ai même pas mal aimé la 10e édition. J'ai fait quand même une quinzaine de parties en 2-3 semaines. C'est vraiment, non, j'exagère un peu. En un mois, je crois que j'avais fait une quinzaine de parties. Et j'étais vraiment grave motivé, quoi. C'est à partir des premières mises à jour où j'ai un peu arrêté de jouer parce que, on va en reparler, mais il y a eu beaucoup de changements. Ils ont remis à plat les règles de décor, ils ont remis à plat les règles de déplacement et compagnie. Par contre, j'avoue que la 10e édition, encore aujourd'hui, je trouve que leurs règles de charge et les règles de pile-in et compagnie sont un peu restrictives. Elles sont pas super agréables à jouer. Elles sont compliquées pour pas grand-chose. Ça reste mon avis, d'accord. Mais voilà, je pense que ça pourrait être encore un peu mieux. Donc, voilà, on avait quand même le pari d'une nouvelle édition. Ah oui, les endurances ont été augmentées, mais le scale du jeu a été changé dans le sens où on est arrivé dans une échelle plus grande, avec des plus grandes forces, des plus grandes endurances, des plus grandes possibilités de faire des dégâts, etc., etc. Voilà. Donc, il va s'agir maintenant de voir au bout de 2 ans si les paris ont été tenus. Alors, je pense qu'à l'exception de la facilité avec laquelle vous rentrez dans le jeu, je pense que la plupart des paris ont été remplis, car effectivement, le jeu est plus clair sur pas mal d'aspects. Beaucoup de profils ont été remis à neuf et ont leur propre identité. Tout le jeu, toutes les capacités spéciales ont été streamlinées, et ça c'est vrai. En revanche, je pense quand même que vous avez un bon besoin d'une FAQ pour pouvoir suivre le jeu. Et ça, c'est encore nécessaire, malheureusement, pour pouvoir vraiment comprendre comment se joue le jeu. Oui, non, c'est pas moi. Absolument pas, ça ne me dit rien. Désolé. Petite interruption vis-à-vis de la logistique de la boutique. Je rappelle qu'on est à Rebelforge, boutique dans les zones des Palus à Aubagne. Hein, voilà, donc, il y a du monde autour de moi, c'est vivant, hein, ça s'arrête pas. Donc, il est possible que de temps à autre, je m'interrompe, mais vous m'en excusez, mais bon, voilà. Je trouve quand même que, voilà, on pourrait se retrouver peut-être avec une prochaine édition, avec quelque chose de plus simple, encore plus facile à accéder, avec des règles qui sont claires d'entrée. Il est vrai que les règles de la 10e édition ont beaucoup changé. Très rapidement, on voit l'apparition d'une règle qui s'appelle le towering en anglais. Je crois que c'est le règle titan ou plateforme de tir, je ne sais pas comment ça se dit en français, qui en fait permettait à des titans de tirer à travers des décors, même si on ne voyait pas, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Très rapidement, Games Workshop a changé cette règle-là, l'a transformée en autre chose, lui a permis d'exister sans totalement la détruire, mais c'est un petit exemple parmi tant d'autres. En plus, on a eu des FAQ, des data slates, ce qu'on appelle la data slate. Hein, alors, encore une fois, hein, le suivi a été excellent, puisque Games Workshop n'a pas arrêté de faire des mises à jour régulières. Cela dit, pour quelqu'un qui voulait juste jouer de temps à autre, ça reste difficile à suivre. Il y a eu beaucoup de mises à jour. Par contre, avantage de tout ça, certaines factions étaient très en arrière par rapport à d'autres. Elles ont pu exister
parce que Games Workshop a décidé enfin de modifier ses factions, de changer des choses, quand vraiment elles étaient trop mauvaises, quand une faction est trop derrière et que les joueurs qui la jouent sont un petit peu dégoûtés d'être trop derrière. Voilà, ils ont commencé quand même à redonner la chance à plusieurs factions. Voilà. Au niveau du suivi, il y a aussi un suivi très dynamique de la part de la communauté, qui a quand même pas mal suivi. Alors, un suivi qui est en deux teintes, en deux phases quand même. Il y a ceux qui sont assez compétitifs et assez match-play, qui ont beaucoup suivi le jeu, qui l'ont embrassé vraiment. Et puis, il y a une partie de la population de joueurs plus narratifs, plus jeu ouvert, qui a eu encore du mal avec cette édition, même si je pense que ces joueurs-là, dont je fais partie, a moins de mal avec cette édition qu'avec la précédente, car il faut avouer que la précédente, elle était lourde, elle avait du mal à tourner par moments, même si elle avait de la saveur, parce qu'il y avait quand même beaucoup de capacité, beaucoup de customisation. Voilà. Je pense qu'avec la 10e édition, Games Workshop a battu des records d'audience, des records de vente. Hein. Il n'y a qu'à voir leur propre, leur rythme effréné avec lequel ils ont commencé à vendre des figurines ces dernières années. Notamment ces 2 dernières années, je pense qu'on a battu des vrais records de rythme. Hein. Ça s'arrête pas. On est déjà à... Attendez, je sais plus, j'avais compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 factions déjà sorties, donc 19 livres sortis en moins de 2 ans. Et ça, c'est quand même pas rien. Hein, avec des tirages, avec parfois des sorties de plusieurs livres en même temps. C'est quand même un tour de force assez remarquable de la part de Games Workshop d'avoir sorti tout ça. Même si parfois la vitesse avec laquelle c'est sorti n'a pas permis à toutes les factions d'être traitées de la même manière. Et ça, il faudrait encore que Games Workshop le revoie. Peut-être que la 11e édition va gommer cet aspect, notamment parce que certaines factions ont démarré avec des index, dont je vous parlais tout à l'heure, les index qui sont encore gratuits pour certains, parce qu'ils n'ont pas encore eu leur codex. Alors, comment ça fonctionne? Un codex, c'est vraiment un livre de faction. Je vais vous en montrer un ici. Moi, j'avais récupéré ce codex-là. D'ailleurs, ils ont commencé aussi à faire ça, qui était très sympa, une espèce de petit truc en carton avec une languette. Faut avouer que quand même, c'est plutôt joli. J'avais récupéré... Hop, voilà, oups, je ne fasse pas tomber les trucs. J'avais récupéré le livre de les Blood Angels, qui est la version, on va dire, entre guillemets, collector, même si c'est plutôt une version édition limitée, qui était sortie avec une boîte en elle-même. Et cette édition-là, elle a été... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est un codex qui a enfin donné des règles aux Blood Angels qui n'en avaient pas. Ça, c'est vraiment mon problème de Games Workshop, traiter toutes les factions en même temps et en heure et équitablement. Eh ouais, mais oui, comme une édition s'étend sur 3 ans, il y a toujours une faction qui est un petit peu sacrifiée dans l'histoire. Et ça, ce serait cool que Games Workshop arrive enfin à faire autrement. J'ai bon espoir qu'ils prennent un virage un peu différent pour la 11e. Mais on verra bien. Après, ils ont quand même sorti une 10e édition très rapidement, avec tout en même temps. Et en plus, ils ont sorti des index au cours de l'année. C'est-à-dire que vous aviez des factions dont je vous en parlais qui n'avaient pas encore leur codex, mais qui avaient quand même un détachement supplémentaire, qui leur ont permis de jouer un peu différemment. Voilà, ce qui a permis quand même à certains joueurs de dire « Bon, j'ai pas encore mon codex, mais j'ai quand même une autre manière de jouer ma faction. Ça fait quand même du bien. » Voilà. Ça reste léger. On en a eu... Il y en a encore une fois, il y en a qui ont été mieux traités que d'autres à ce niveau-là, notamment à Noël. On a eu des détachements de Noël. Mais voilà, il y a encore besoin peut-être de faire mieux sur les prochaines éditions. Alors moi, je trouve très joli ce produit, je trouve très joli ce livre, surtout l'illustration de départ. Néanmoins, il faut avouer que les codex, comme vous pouvez le voir ici, sont assez neutres. Ils n'ont pas forcément une identité visuelle folle qui les rend uniques en leur genre. On retrouve des vieux artworks, évidemment, qui datent de l'époque du vieux Games Workshop. On trouve des nouveaux artworks qui sont ceux de la 10e édition, puisque on reconnaît des combats entre Tyrannide et Blood Angels dans une ambiance qui est celle qu'on pourrait retrouver, je crois qu'on va retrouver... Alors peut-être que je dis une bêtise, attendez. Parce que je voulais voir s'il n'y avait pas des figurines qui étaient sorties spécifiquement pour la V10. Mais c'était peut-être pas le cas, hein.
c'est peut-être pas le cas. Alors ça, ce serait peut-être plutôt 9e édition avec l'invasion de Baal Prime, par les Tyrannides. Hop. Tac. Ah, il y a des jolies choses quand même, hein. C'est sympa, hein. Ça, c'est une illustration qui date de la V10, donc qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Et voilà, vous avez du texte, vous avez des explications sur les héros, alors là, vous avez des chapitres successeurs. Alors heureusement qu'il y en a encore un petit peu. Et là, ce petit passage est intéressant, même s'il mériterait, moi, il mériterait 3-4 pages de plus, hein, pour vraiment être savoureux. On a quand même pas mal de choses sur le lore des Blood Angels. C'est quand même assez appréciable. Beaucoup de galeries, beaucoup de photos, de choses qu'on a déjà vues. Des illustrations qui datent des vraiment vieilles versions de Warhammer 40 000. Et on a, voilà, fer de lance sanguinien, on a les patrouilles. Et enfin, on a les profils avec les détachements. Alors voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à un détachement. Pour ceux qui voudraient se mettre à la 10e édition, hein. Donc ça, c'est un détachement, comme on l'a vu ici, avec les stratagèmes, les optimisations, la règle de faction. Et chacun d'entre eux, vous voyez, prend la même disposition, avec les mêmes règles, avec les mêmes manières d'amener les règles. Et chacune d'entre elles a une capacité différente. Nico, j'entends le téléphone. Ça te fait pas mal, hein? Voilà, donc à quoi ressemble un codex? Alors il y a évidemment... il y a évidemment toute la partie campagne qu'on utilise rarement, parce que le mode campagne, c'est peut-être pas c'est pas le truc le plus fun du monde, mais bon, pour ceux qui voudraient jouer en campagne, voilà, n'hésitez pas. Avec des cartes qui étaient fournies avec. Hein. Ah oui, d'ailleurs, comme j'ai dit, à partir de là, Games Workshop a commencé à sortir des formats de cette taille-là, et vous pouvez voir qu'en cours de route, ils ont changé un petit peu leur format, le réduisant quand même de plusieurs centimètres. Hop. Voilà, d'ailleurs, j'ai une jolie édition avec les rebords comme ça qui sont rouge argenté, qui reflètent, c'est vraiment sympa. Vous voyez, voilà, les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, voici une version un peu plus petite, qui est quand même plus accessible, qui est quand même plus agréable à poser sur table, alors que celle que je vous ai montrée, la version index, elles étaient quand même assez grosses. Et elles sont double face, hein, parce que pour ceux qui en ont besoin, double face, notamment quand par exemple vous avez des profils qui nécessitent beaucoup plus de choses à écrire. Voilà, donc tant que les factions n'ont pas reçu leur codex, il est vrai que leur gameplay reste encore un peu simple, un peu déjà vu, hein. Heureusement, il y a beaucoup de factions, et pour les joueurs qui parfois n'auraient pas réussi à jouer leur faction, auraient beaucoup joué à leur faction, ils peuvent toujours aller vers une autre quand c'est nécessaire. Même si bon, il y en a aussi qui n'ont pas envie de changer parce que ils aiment une faction et on les comprend. Alors, on a parlé de l'aspect communautaire, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé des paris de base de la 10e édition. Et si on parlait de son contenu, voilà, je vais y arriver, du contenu qu'elle a proposé durant les précédentes années. Quasiment une fois par an, Games Workshop nous a gratifié de saisons. Et la saisonnalité de Games Workshop permet de rebattre les cartes à chaque fois grâce à Nexus Paria. Et je crois récemment, ça s'est appelé... La dernière saison de Games Workshop, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, ça nous a permis d'avoir à chaque fois des nouveaux secondaires, des nouvelles manières de scorer, des nouveaux scénarios, notamment pour l'environnement dit compétitif match-play. Il est vrai que jusque-là, Games Workshop avait fait surtout ça en 9e édition avec des espèces de suppléments. Ça marchait bien, mais là, ils ont vraiment assumé le truc. Et surtout, ils sont revenus à ce système de cartes que l'on tire avec des secondaires aléatoires qui permet quand même une rejouabilité certaine dans les scénarios, dans les différentes parties que l'on va faire. Parce que c'est vrai que à une époque, vous aviez des secondaires fixes. Par secondaire, qu'est-ce que j'entends? J'entends des objectifs à remplir qui vous donnent des points de victoire. Et quand ils sont fixes, en fait, le problème, c'est qu'on peut les choisir un peu à l'avance. Et ceux qui en ont des meilleurs que d'autres, ils gagnent plus facilement au jeu. Et ça, c'était un des gros problèmes de la seconde édition, de la 9e, pardon. C'était qu'on avait des secondaires trop faciles à scorer. Imaginez, c'est comme si dans Warhammer The Old World, les elfes sylvains gagnaient 100 points de victoire, hein, pour ceux qui connaissent le scoring voilà, juste parce qu'ils ont réussi à tirer la flèche début du tour. Et vous savez, la fameuse flèche des Astrailles, je crois,
Alors je connais pas super bien le lore des elfes sylvains. Imaginez que si cette flèche tue quelqu'un, on gagne 100 points. Voilà, bah c'est pareil, d'accord. Et si tu la gagnes pas, bah t'as pas gagné tes 100 points, et tant pis pour toi. Alors que là, t'aurais de Singe, par exemple, si t'as lancé 9 sorts dans la partie, eh ben t'as gagné automatiquement. Et ça, c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Age of Sigmar. Du coup, la nouvelle saison, il devrait y avoir une nouvelle saison qui devrait pas tarder à apparaître, je crois, on va dire pour le rush final avant une nouvelle édition, parce que maintenant nous sommes sur des éditions qui durent censément 3 ans. C'est quasiment officiel que une édition de Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, est censée durer 3 ans. Maintenant, c'est pas écrit dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une autre édition qui apparaît plus vite, notamment parce que peut-être que quand la 11e édition en sera à sa première année et demie, elle n'aura peut-être pas besoin d'en faire plus parce qu'elle sera basée sur la précédente. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Est-ce que la prochaine édition va... Alors je repars... Vous savez quoi, je repars de la prochaine édition plus tard. Depuis le début de tout ça, nous avons les factions suivantes qui sont sorties. Et c'est quand même une assez grosse prouesse. On a les sœurs de bataille, donc les Sistas. On a les Custodes, on a la garde impériale, on a les agents impériaux, les Space Marines de base, hein, avec le bouquin de base, les chevaliers du chaos, les Space Marines du chaos, les 4 chapitres dédiés à des dieux des Space Marines du chaos, donc Death Guard, Emperor Children, World Eater et Thousand Suns. Les Emperor Children étant une nouvelle armée à elle toute seule. Il a fallu quand même attendre longtemps avant d'avoir les Emperor Children en tant qu'armée toute seule. C'est quand même pas rien cette sortie-là. Et en plus, elle est très récente. On a eu les Eldar, on a eu le Cult Genestealer, on a eu les Tyrannides, ça c'était en tout début d'édition. On a eu les Orcs rapidement également, les Necrons, les Tau, les Blood Angels et les Dark Angels. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc là, on a quand même beaucoup de factions qui sont sorties. Malgré ça, il y a encore des factions qui mériteraient de sortir leur codex parce que bon ben ça y est, hein, ça fait 2 ans. Allez Games, là faut sortir l'édition. Elle est toujours pas finie l'édition, hein. Et on retrouve les Grey Knights, on retrouve les Chevaliers Impériaux, on retrouve les Démons du Chaos. Démons du Chaos qui peut-être d'ailleurs je crois ne seront même pas en codex sur cette édition parce que Games Workshop a choisi de faire autrement. Les Drukhari, les Votann, les Black Templars et les Space Wolves qui arrivent dans pas longtemps. Voilà. C'est quand même une grosse faction. Dans le chat, qui c'est qui joue quoi? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient jouer? D'ailleurs, Alric, est-ce qu'il y a une faction que tu as un jour rêvé de tester ou de jouer parce que le visuel était cool? Alors moi, j'avoue que je suis joueur Space Marine du Chaos, mais aussi joueur Tyrannide et joueur Blood Angels. Et ben là, vous allez le voir parce que j'ai d'un côté mon index de Space Marine du Chaos, d'un côté mon codex Blood Angels, et en plus, en deuxième partie d'émission, je comptais vous faire un petit montage, hein, le début du montage d'une émissaire Norn. Il s'agit d'une grosse bébête de Tyrannide que j'avais bien envie de démarrer ce soir. Alors, c'est pas peindre, hein, c'est juste monter, hein, c'est juste pour le plaisir de faire des choses. Mais j'y arrive tout bientôt. Hop. Voilà. J'ai quand même pas mal enchaîné, hein. Là, je sais pas si dans le chat vous êtes, vous avez un petit peu retenu des choses. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, hein. D'ailleurs, je le redis parce qu'on va très certainement en avoir besoin. N'hésitez pas à liker la chaîne, à venir vous abonner si vous aimez notre contenu. On va essayer d'être de plus en plus régulier et comme je l'avais dit au précédent stream, on va faire des gros streams cet été. Je vous en parle plus en détail dans les jours qui vont suivre. Notamment, là, demain, je devrais vous faire un petit post pour rendre plus factuel, hein, cette sortie-là. J'aime bien les Eldar et les Tyrannides. Ok, marrant. En plus, c'est 2 factions vraiment qui ont entre guillemets pas grand-chose à voir entre elles. Même si visuellement, je pourrais y retrouver un côté équivalent, peut-être, à débattre. Bon. Sinon, que dire de plus? Alors j'ai un bilan à faire sur la 10e édition. Maintenant, ça fait quand même 2 ans qu'elle existe. Est-ce que le bilan que je vais faire maintenant sera le même l'année prochaine? Parce qu'on va essayer quand même de couvrir la fin de la précédente. On va essayer de couvrir la fin de l'édition actuelle et le début de la nouvelle.
Tout ça pour essayer de donner sa chance à Games Workshop, de donner sa chance aux joueurs de comprendre ce qui va se passer, même si, encore une fois, il y a pas mal de gens qui vont suivre d'autres influenceurs qui seront tous très bien renseignés sur le sujet. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un petit truc en commun, je sais pas pourquoi, ça me parle en tout cas. Bien. Bon, alors. Si je fais un bilan de ces 2 dernières années avec la 10e édition, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier truc que je vais donner, c'est le côté accessible. Je trouve que la version n'est pas facile à suivre, n'est pas facile à jouer, et surtout, la communauté qui joue est de plus en plus avertie. Ce qui fait qu'il est parfois difficile en tant que néophyte de rentrer dans le cercle des joueurs de Warhammer 40 000 sans se prendre, comme on dit dans le milieu, un cul. De quoi il s'agit? Il s'agit de subir une partie pendant laquelle vous n'avez quasiment pas joué parce que vous n'avez plus d'armée à la fin du tour 2 ou tour 3 quand ça s'est pas trop mal passé. C'est quand même quelque chose qui est assez régulier avec Warhammer 40 000. Comme c'est un jeu de tir, comme c'est un jeu avec une énorme létalité, beaucoup de combos disponibles, il est tout à fait possible de détruire l'adversaire assez rapidement si on ne fait pas bien les choses, en plus de côté défenseur. Et c'est pour ça que, voilà, encore aujourd'hui, je pense que la version n'est pas aussi accessible que ce qu'elle aurait voulu le faire à ses débuts. Maintenant, bon, il n'est pas impossible qu'une 11e édition donne le change. Alors, l'équilibrage. L'équilibrage, je pense qu'il est bon en méta. Qu'est-ce que j'entends par méta? J'entends évidemment le jeu qu'il a été joué par le haut niveau, par le haut du panier des joueurs. Mais par contre, en casu, ça reste encore un jeu vraiment très à sens unique par moment. Des factions qui peuvent être très très fortes et très rapidement fortes sans trop d'efforts, même si ça a été un peu changé. Bref, il aura fallu, ça fait un moment, il y a eu un message primé, un message banni automatiquement par le bot. Il en aura fallu au moins un dans la soirée, c'était nécessaire. Donc voilà, un équilibrage qui est pas trop mal dans la méta et les joueurs qui sont à très haut niveau trouvent que c'est une méta qui est plutôt saine. Maintenant, je pense que les joueurs casus seront d'accord pour dire que antérieurement, le jeu a encore besoin d'équilibre. Il y a certains combos qui sont très forts et si on ne les prend pas, on va être un peu handicapé dans sa partie parce que je prends pas ce combo là, parce que je comprends, c'est l'optimisation, c'est meilleur. C'est comme dans un jeu de cartes quand vous prenez des decks. Si vous faites pas de l'opti, vous avez un moins bon deck que l'adversaire et il a tendance à vous casser les fesses. C'est moins vrai dans un jeu de figurines parce qu'il y a quand même un aléatoire qui est présent, mais ça reste important, surtout que il faut avouer que Warhammer 40 000 a quand même vachement réduit son aléatoire comparé à d'autres jeux. Hein. Il faut l'avouer. Bon. Des saisons qui ont été variées et régulières, en plus avec des data slates qui ont changé les coups en point de ce qui était problématique et qui ont également valorisé ce qui n'était pas assez. Des profils Legend, il faut dire que Games Workshop a plutôt bien fait les choses. Tout ce qui était Horus Heresy, vieille figurine, a eu ses règles. Ils ont tous eu de leurs règles. Rien à voir avec... Pardon, j'allais faire une... Voilà, fatigué. Tout le monde a eu tous les profils Legends ont eu leurs règles spéciales pour pouvoir jouer correctement au jeu. Et en plus de ça, vous avez eu une refonte de certaines factions, vraiment dans le... Comment dire? Vous savez, dans les figurines, on a eu vraiment quelque chose qui... Ah, attends, excusez-moi, je perds un peu mon fil. Il y a beaucoup de choses ce soir. Et en plus, comme je l'ai dit, j'ai un peu de fatigué. Ouf, désolé, hein, je reprends mes esprits. Alors, oui. Pardon. Profils Legends qui ont été bien suivis. Et surtout, une refonte des factions. Alors, certaines factions ont vraiment reçu une refonte très alléchante, très intéressante. Pas toujours bien accueillie. Par exemple, les Blood Angels ont quand même reçu une refonte visuelle de leurs héros principaux. Hein, on a connu quand même 4 héros qui sont changés, le Sanguinor, les Martes, Astorat et ce cher Dante, qui sont les personnages principaux de la faction Blood Angels. Ils ont tous eu des modèles différents et nouveaux, qui n'ont pas tous été bien reçus, et il faut avouer que certains d'entre eux sont assez moyens. Déjà que l'armure Primaris a un petit peu ce côté... a perdu un peu du charme, je trouve, de l'ancien Space Marines. Là, on a quand même certains modèles qui sont pas terribles. Et je pense que le pire d'entre eux, des modèles
les Blood Angels, celui qui a vraiment défriché la chronique, ce sont les gardes sanguiniennes. Les gardes sanguiniennes qui ont quand même vachement changé. Alors, je vais pas vous les montrer ici parce que voilà, je commence à... Je vais mettre du temps à sortir ça. Mais la garde sanguinienne a quand même eu un aspect pas terrible. C'est des dés qui fait l'aléatoire. Eh ouais, mais n'oubliez pas que les seuls dieux du chaos, ce sont les dés. Et pas vraiment les dieux du chaos. Alors, bilan également supplémentaire sur les FAQ à rallonge. Et pourquoi je parle à rallonge? C'est parce qu'en réalité, ça fait beaucoup de textes, beaucoup de choses à suivre, parfois pour pas grand-chose en plus. Il faut avouer que des fois, les FAQ, c'est... alors, quand un mot-clé vous dit ça, c'est que ça veut dire ça, et pas ça, parce que si vous interprétez pas mal, si vous interprétiez pas mal, peut-être que ça serait plus simple et on n'aurait pas besoin de vous expliquer. Pardon, je dis ça de manière un peu sarcastique, mais il faut avouer quand même que par moments, certaines règles qui sont écrites sont assez obvious. Vous n'avez pas forcément besoin de le préciser. Mais c'est comme ça, dans un environnement de jeu compétitif, on a besoin d'une clarté absolue, on va dire. Surtout quand il s'agit de règles d'un jeu qui a suffisamment d'incertitude dans ses mécaniques de base. Alors, le détache... Alors oui, attendez. Ouais, des règles... Donc, en fait, on parle des FAQ, mais je parle aussi des règles de base qui ont été pas mal changées. Ça, c'est un bilan qu'on peut faire, c'est que on est quand même loin de ce qui a été écrit au début de la version. Hein. Pas surtout. Évidemment, il y a quand même une grosse base qui n'a pas changé, mais il faut avouer que ce livre-là, notamment le livre de règles de base, a quand même vachement changé et n'est plus tout à fait le même. La mécanique de détachement, je la trouve plutôt bonne. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui voudront, qui regarderont cette vidéo et qui auront un avis sur la question. Je pense que c'est quand même assez intéressant ce qu'a fait Games Workshop sur les détachements. Pour moi, il faudrait le pousser un peu plus loin avec des coups en point de figurines dédiées à des détachements, peut-être par des options payantes. On va y revenir d'ailleurs à ces options payantes. Mais globalement, le détachement, c'est plutôt une bonne idée. Surtout que le détachement, ça permet de faire des thèmes. Et ça, c'est cool. Hein, on a besoin de thèmes dans des armées de Warhammer 40 000 parce qu'il y a beaucoup de choses et que parfois, on ne sait pas trop comment s'orienter. Et c'est grâce à un thème qu'on va se dire « Ah ben, j'ai envie de jouer ça, etc. etc. » Voilà. Bon. Ouais, si on fait un bilan de ça aussi, les coups en point, comme j'ai dit, sont pas dédiés par détachement. Mais alors du coup, on se retrouve avec des figurines qui, dans certains détachements, sont mauvaises et dans d'autres sont excellentes, juste parce qu'en fait, elles ont des règles dans un détachement et pas dans un autre. Et ça, ce serait bien que Games Workshop change un petit peu ça, permettre à une figurine d'exister dans plusieurs détachements différents, plus par la modulation de ses coups en point, en plus de la modulation de son détachement. Alors évidemment, il faudrait peut-être pas faire une dataslate avec les coups en point pour chaque détachement, mais plutôt, comme j'ai dit, des options payantes pour venir dire, ah ben en fait, pour que ces personnages-là récupèrent cette règle-là, ils doivent coûter 10 points de plus, 20 points de plus, etc. Voilà. Ce qui permettrait en plus d'affiner. Hein, ça affinerait les coups en point. Mais maintenant, je sais que avoir des coups en point trop variables, je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Il y en a qui préfèrent cette manière de faire aujourd'hui qui est de je prends un bloc qui vaut tant de points et basta. Alors que moi qui préfère aujourd'hui Warhammer The Old World ou les vieilles versions de Warhammer 40 000, on aimait bien faire des petites additions pour arriver à un chiffre à la fin. En plus, avec une bonne application, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de faire les calculs qui vont derrière. D'accord ? Voilà, c'est tout pour cette 10e édition qui a quand même un bilan, je trouve, en demi-teinte. Pour le moment, en demi-teinte. Même si elle a réussi ses paris de base pour la plupart d'entre eux. Alors, ils avaient aussi promis de réduire la PA et d'enlever les auras pour faciliter les interactions entre les personnages. Entre les figurines et les unités, ça n'a pas forcément été tout à fait suivi, ça aussi. Notamment avec des règles comme les full relances des Space Marines dès la première édition. On a eu des aberrations avec les Eldar qui se sont fait, qui ont tabassé tout le monde en début de version avec des dés automatiquement réussis. Ce
qui a mis et ce qui a nécessité des heures, des mois et des mois avant que Games Workshop rééquilibre la faction à coup de nerfs, de gros nerfs dans la tronche des Eldar, ce qui est dommage d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on joue la faction, elle est plus vraiment la même que ce qu'elle était en début de version. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette 11e édition? Alors, je vous ai un petit peu déjà dit ce que j'attendais de la 11e édition. Mais nous, le nôtre, il s'est même pas calculé. Ah oui. Ok. Ouais, donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend de la prochaine édition? Alors, je vois pas forcément... alors, il y a du monde un peu dans le chat. N'hésitez pas à me dire ici dans le chat ce que vous attendriez de cette 11e édition qui, a priori, devrait, en théorie, arriver l'année prochaine, quasiment à la même période. Voilà. On sait aujourd'hui que Games Workshop fait on va dire des éditions qui durent 3 ans et les renouvelle systématiquement à partir de là. Est-ce que vous attendez, par exemple, que la 11e édition fasse des choses différemment sur le lead, sur les possibilités de stacker des critiques, hein, les FEP, etc. Voilà, je vous laisse un peu vous exprimer dans le chat. Dans ça, je vais prendre un coup d'eau, parce que je parle depuis 1 heure, tout simplement. Ah, j'ai une brûlure d'estomac qui arrive. Ah oui, je suis sous apnée. En plus, j'ai le nez bouché. Faut respirer dans la vie, des amis. Faut respirer. Coucou. Ah, tu me fais plaisir, mon bon Anthony. Moi, j'aimerais la suppression des ultramarines. Je suis d'accord avec ça. Excusez-moi. Ouais, à bas les ultras. Non, ce qu'on peut attendre de la 11e édition. Alors moi, ce que j'en attends, je vais vous dire, je vais vous parler un peu de mon parcours également. À la base, j'ai joué à la 10e édition avec beaucoup d'attentes, parce que je n'avais pas aimé la fin de la 9e et ça m'avait beaucoup frustré. J'ai quand même fait beaucoup de games au début, donc je connais bien les règles. Peut-être beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai quand même laissé le jeu depuis. Et effectivement, je me suis arrêté au bout d'un moment, par frustration, parce que j'ai aussi trouvé d'autres jeux qui me correspondaient plus, qui me correspondaient mieux, et qui m'ont donné envie de continuer à y jouer. Moi, j'en attendrais notamment que, en fait, on puisse moins cumuler des règles qui s'activent sur des touches critiques, hein, sur des critiques, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de mécaniques de critiques dans le jeu. Des critiques pour avoir des touches supplémentaires, des critiques pour avoir des blessures automatiques, des critiques pour avoir des blessures qui infligent des blessures qui ne sont pas sauvegardables par l'adversaire. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Je vais pas respirer de compote d'abord, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Alderic? Mais il est complètement fou, lui. Je me demande si les règles également de la frappe en profondeur pourraient être un peu revues. Aujourd'hui, elle est assez... Alors, elle est simple. Parce que c'est ne vous mettez pas à moins de 9 pouces à 9 pouces ou moins de l'adversaire. Vous devez être à plus de 9. Mais il y a aussi un petit souci avec cette manière d'agencer le jeu, c'est que ça demande beaucoup de mesures, beaucoup de zoner, alors que jusque-là, il y avait quand même une frappe en profondeur qui était soit très très rentable, soit complètement pas rentable parce que vous pouviez perdre vos unités. Je vous explique. Avant, vous disiez mon unité va arriver là et je lance des dés. Elle va ensuite se dévier de X pouces vers l'avant, vers l'arrière, tout ça. Et si elle tombe sur un adversaire, l'unité est entièrement rasée. Alors ça posait des problèmes parce que quand on voulait faire arriver en profondeur des Terminators qui sont censés quand même être assez relativement intuables, ils mouraient automatiquement et c'était un peu compliqué. Donc un truc qui pourrait être fait, c'est un petit peu un entre-deux. Pas un truc trop simple comme aujourd'hui où vraiment, en plus on est obligé de faire des mesures tout le temps comme ça, mais plutôt un truc où on pourrait aussi annoncer un point d'arrivée, lancer des dés pour voir si le test est correct. Et je crois d'ailleurs que dans un supplément qui a eu lieu, qui a été sorti il n'y a pas tant longtemps que ça, un supplément de règles quoi, ils ont sorti des règles de frappe en profondeur qui sont un peu différentes. Voilà. Moi je rêverais, mais c'est ma lubie, hein. Je rêverais d'un 40K
façon Legacy. Je m'explique. Vous voyez Warhammer The Old World? Warhammer The Old World, c'est comme... Ah. Il y en a combien de feuilles? Warhammer The Old World, c'est quand même un jeu qui a remis au goût du jour le vieux jeu, comment dire, poussiéreux qui était Warhammer Battle, qui avait été laissé tomber par son éditeur, qui avait pris la poussière pendant 10 ans, pendant plus même. Non, c'est ça, pendant 10 ans, jusqu'à que l'éditeur se dise, bon, ben, on va finalement ressortir le jeu dans sa nouvelle version. Et il faut avouer que la nouvelle mouture de Warhammer The Old World est excellente. En tout cas, moi, je trouve que vraiment le jeu est formidable, on s'amuse dedans, on fait tout ce qui est cool et tout. Dans un livre de croisade. Ah oui, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Oui, donc ce dont je parlais, les règles de frappe en profondeur un peu différentes, elles avaient été faites dans un livre de croisade. Limite, j'aimerais bien les relire pour voir si je peux pas tester ça, un de ces quatre, si je me remets à... Faudra bien que je laisse sa chance à la 10e édition au moins une fois avant la 11e, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'il fasse un équivalent de Warhammer 40 000 façon Warhammer The Old World, c'est-à-dire qu'on joue avec les anciennes règles, remises au goût du jour, mais avec les factions de Warhammer 40 000, parce que techniquement, ce que je viens d'expliquer, c'est un petit peu l'Horus Hérésie. Hein, ben, rien n'empêche de jouer aux vieilles versions. Je suis d'accord avec toi, Anto. Néanmoins, à la relecture, je me rends compte qu'elles ont aussi les défauts de leurs époques, avec des choses qui vont parfois à deux vitesses, des choses très mauvaises, des choses extrêmement violentes, qui vont un peu dans tous les sens. Pour avoir testé un petit peu il n'y a pas longtemps, je trouve par exemple que la 6e édition est cool, mais est parfois un peu violente. Notamment tout ce qui est sort, tout ce qui est capacité magique, ça pourrait être un petit peu réduit, un petit peu mis dans un... En fait, ce que c'est faire un peu Games Workshop en ce moment, c'est rééquilibrer pour remettre un peu plus dans un mouchoir de poche. Il a su plus le faire, notamment avec Age of Sigmar, qu'avec Warhammer 40 000, il faut l'avouer. Donc non, clairement, en plus, tu sais, moi j'aime bien les anciennes versions de Warhammer 40 000 et je rêverais justement de pouvoir y rejouer dans un environnement de jeu un peu plus modernisé, notamment les charges, les mouvements, peut-être que les blindages seraient revus différemment. Cela dit, on voit aussi aujourd'hui avec Horus Heresy que Games Workshop a encore envie de faire ce genre de vieux système. Bah du coup, dis-moi, toi Anthony, qu'est-ce que tu attendrais de la 11e édition? Parce que je sais que toi tu y as beaucoup joué. Aujourd'hui, tu es joueur, si on peut parler un petit peu de toi, de ton profil, tu es joueur fluff et fun dans la plupart des enfin, fluff et fun. Ça dépend. Ouais, je vais pas te trash talk. Non, mais Anto, tu joues plutôt fluff et fun dans la plupart. Tu joues plutôt en partie, on va dire, casu. Et tu fais aussi des parties plus match-play, plus serrées, notamment avec une petite équipe. Hein. Donc, si jamais tu veux en parler, d'ailleurs, sur ce chat, on peut peut-être parler de ton association. Tu me dis si tu m'autorises à en parler. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu attends de la 11e édition. Voilà. Mesdames et messieurs, la 11e édition de Warhammer 40 000 va-t-elle tenir ses promesses si un jour elle en fait? Ah ah. Moi j'attends aussi la Combat Patrol. Retour des coups en point de l'équipement. Eh ben tu sais quoi, j'en parlais tout à l'heure. Moi aussi je serais assez fan. Je suis d'accord avec toi. Notamment des équipements qui permettraient à des... Ouais, t'inquiète. À des équipements qui sont plus forts, d'être plus chers, des équipements qui sont moins forts, d'être moins chers, et d'avoir des équipements qui sont un peu de saveur aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Le coup en point, ça serait vraiment cool. Encore une fois, j'expliquais que peut-être que si Games Workshop ne fait pas ça, c'est à cause du fait que ça demanderait beaucoup de travail supplémentaire. Et sur le Minitorum, vous savez, le fichier qui explique les coups en point des figurines. Mais bon, après, c'est à eux de voir comment ils veulent faire les choses. Hein. Retour des reliques plus traits de seigneurs de guerre. Pourquoi pas? La V9 en quoi? Ouais. La V9 en gros, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, t'aimais bien la V9, toi. Mais moi, j'aimais bien certains trucs dans la V9. Hein. Ce que tu dis, là, c'est que des trucs qui étaient bien dans la V9. Hein, des reliques, des traits de seigneurs de guerre, de quoi custom ses personnages à fond, avoir plein de possibilités. Moi, je suis content qu'ils aient réduit les stratagèmes, notamment en 10e édition. Mais ça m'a pas empêché de lâcher le jeu. Mais j'ai quand même plus joué en 10e qu'en 9e, notamment parce que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce qu'ils avaient fait, quoi. Les reliques, très seigneur de guerre, ou un système un peu similaire, mais pareil, qui coûterait des coups en points, mais pas comme les optimisations. Parce qu'il y a quand même les optimisations, tu vois. Mais moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les optimisations, je trouve que ça manque de saveur. Je trouve que ça manque de...
comment dire, quand je lis une optimisation, je me dis pas, ah ouais, trop bien, mon seigneur, il fait ça et tout, et ça représente exactement ce que je voulais sur la table. Je suis en mode, ouais, mais parce que ça rentre dans mon build, alors je vais le jouer ou ne pas le jouer en fonction de ce que je veux faire, quoi. Et moi, je me souviens encore de la 9e édition, là où les maîtres de la possession en Space Marine du Chaos, c'était monstrueux. Les prêtres pouvaient lancer 2 prières en 2 plus relançables, c'était n'importe quoi. C'était trop fort, quoi. Le problème, c'est que sans coup en point, c'est complètement no-brainer. No-brainer. Alors, tu parlais de quoi? Des optimisations ou des... Alors, attends. Je vais refresh. Alors, vous m'excusez, je vais refresh le chat parce que... Ah, déjà, il y en a que... Ouais, en fait, j'ai un décalage entre l'ordinateur et... Hop. Je relance juste le chat de mon téléphone. Voilà, comme ça, Voilà, je vous ai en... Mais déjà, il n'y en a que 4. Effectivement, il n'y en a vraiment que 4. Et ça, c'est vraiment dommage. Hein. Let's go V9. Non. Ah, est-ce que tu as vraiment envie de revenir en V9? Ou alors, on fait une V9 adaptée, mais bon. Mais en fait, à chaque fois, je la relis. Tu sais ce qui se passe? À chaque fois, je la relis. Et puis, je me dis, mais en fait, le problème, c'est que déjà, les coups en point sur Wikipédia, ils ont disparu. Pour la plupart. Donc, c'est trop tard un peu. Et notamment sur l'espèce marine du chaos, tu vois. Et en plus de ça, faudrait réadapter 2-3 trucs pour que ça soit un peu plus... Bon. Bon, et toi, t'attendrais. Est-ce qu'on a d'autres dans le chat qui attendent des choses sur la 9e édition? Oh oui, réfléchis-nous, il fait chaud. Eh, Alric. Oh. Alric, il est chaud, hein. Il a le feu aux fesses, hein. Les coups en point des équipements, il n'y a pas de choix, en fait. Tu prends la meilleure arme et basta. Je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Et en plus de ça, on a une omniprésence de certains types d'armes, notamment des armes qui gèrent les gros châssis, hein, les armes qui vont dire bon ben, souvent dans les factions ils n'ont pas accès à des grosses armes avec des grosses forces, des grosses pénétrations d'armure. Et ça, du coup, dès que tu en as une, tu la prends et puis tu la spams quoi. Parce que bah il y a un moment, c'est nécessaire dans un jeu où il y a autant de véhicules, autant de monstres, autant d'endurance. Ouais. Comment point des équipements, hein, c'est accéléré. Hein. Puis moi, je me souviens en plus, quand ils avaient commencé en V9 à enlever les coups en point, on était en mode, bah c'est cool, mais des fois, il y a des options. Alors, en plus, même quand il y avait des coups en point, des fois, j'avoue, ça valait toujours le coup de prendre l'option avec le coup en point. Ça, j'avoue que ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, tu vois, tu puisses pas forcément jouer ton unité avec des armes de base parce que tu sais que c'est mauvais, mais que tu puisses la jouer soit avec différents types d'armes spéciales, mais que chaque arme spéciale a... Oh, Alric, on en discuter, faut... Doucement. Doucement. Eh ben oui, équipé pour gérer les grosses cibles, c'est important. Rien de bien tendancieux, évidemment. Bon, allez. On va faire l'émissaire Norn. Comme promis, chose due.